Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont convenu ensemble de négociations immédiates. Venons-en à ce qui nous intéresse. Que vouliez-vous savoir? Conversation au cours de laquelle les deux hommes, semble-t-il, se sont congratulés. Alors ça va, il est cool mon bout. Ouais, franchement ça va, il est bien bombé. Évoquant d'ailleurs des millions de morts dans la guerre en Ukraine. Quelles sont les circonstances qui vous obligeraient à coopérer avec la justice américaine, par exemple? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Qu'est-ce que... Et l'impérieuse nécessité d'arrêter ce carnage, je cite. Des projets d'invasion par les Américains dans un futur proche. Oui, Vladimir. Je suspends la séance et vous aurez à vous excuser. Nous sommes en guerre. Et oui, vous voyez, sur tous les fronts, mais pourtant, quelque part, on parle de paix, apparemment, on va en parler d'ailleurs assez longuement, entre ce qui s'est passé téléphoniquement, d'ailleurs c'est pas la première fois sans doute, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, concernant l'Ukraine et aussi tout le reste. Mais auparavant, on va parler de Lure. Lure, vous connaissez pas? Petite ville, en Haute-Saône. Eh bien, il y a un problème, enfin pas un problème en tout cas, qu'ont soulevé pas mal de gens de la population, c'est que le frère de l'un des terroristes auteurs de l'attentat du Bataclan en novembre 2015, Fouad Mohamed Agha, est fiché S, donc l'homme est assigné à résidence dans l'un des hôtels de la ville en attendant son expulsion. Mais ce n'est pas d'hier. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler avec le député de Haute-Saône, Éric Salmon. Nous allons parler encore une fois, donc, Trump et Poutine, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis, ce qui se passe, évidemment, au Conseil de Paris, entre Anne Hidalgo et les gens qui la contestent. Et puis, en seconde partie, eh bien, dans la culture dans tous les États, nous allons recevoir avec Céline Alonso un historien, un magnifique historien qui parle de l'histoire de la nation française, un très très beau livre sur la nation française, et le dramaturge Jean-Marie Bessé qui a écrit un très joli spectacle qui se donne en ce moment à Paris, comment Macron reçoit en rêve De Gaulle. Vous imaginez ce qui peut se passer. À tout de suite. Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans une petite ville de France, en Haute-Saône plus précisément, quand le frère d'un des terroristes auteurs de l'attentat du Bataclan en novembre 2015 et qui ne se souvient pas de ce massacre du Bataclan, eh bien, il est assigné en résidence, effectivement, en attendant son expulsion. Il y est depuis juin 2024. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va en parler tout de suite parce que c'est l'un des miroirs, effectivement, qui reflète le réel du pays. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Pourquoi on a mis ça? It's murder on the dance floor. Et oui, c'est la mort. C'est l'assassinat sur la piste de danse. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. On se le rappelle, tout le monde se le rappelle. Tout le monde s'en souvient en novembre 2015. C'est moins de 10 ans, bien sûr. Et là, on va parler de cette petite ville de Lure en Haute-Saône. Voilà. Donc, il y a la présence dans la commune, il est assigné à résidence, il est surveillé, bien sûr, de Karim Mohamed Agad. Qui est Karim Mohamed Agad? C'est le frère de l'un des 3 auteurs, des terroristes auteurs de l'attentat du Bataclan en 2015. Donc, il est fiché S, Karim Mohamed Agad. Il a 34 ans. Il est assigné à résidence dans l'un des hôtels de la ville en attendant son expulsion. Bonjour Éric Salmon. Bonjour. Vous êtes député RN de Haute-Saône. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Racontez-nous. Eh bien, ce qui se passe, donc moi j'habite à Lure, c'est cette charmante... Ah, vous habitez vous-même à Lure? J'habite moi-même à Lure, charmante ville de 7500 habitants. Et ma permanence parlementaire est à Lure. Et vendredi dernier, j'ai eu la visite d'une commerçante de la ville de Lure qui venait s'inquiéter auprès de moi justement de la présence d'un personnage
qui fréquentait, c'est une personne qui travaille dans une grande surface, qui fréquentait son magasin et qui avait des comportements parfois étranges. Et donc, les gens sont pas forcément suspicieux, mais ils ont les quelques salariés de cette grande surface ont fait des petites recherches pour essayer de trouver qui était cette personne en cherchant sur Internet, parce qu'ils ont récupéré son nom assez facilement. Et ils ont découvert que c'était le frère d'un des terroristes du Bataclan. Donc moi, j'ai tout de suite questionné. Pardon, vous ne saviez pas du tout? Je n'étais pas au courant. Pas du tout au courant. J'étais pas du tout au courant. Je l'ai appris ce vendredi dernier quand j'ai reçu cette personne à ma permanence. Donc j'ai questionné la gendarmerie parce que j'ai appris du coup qu'il pointait 3 fois par jour à la gendarmerie. C'est ça ce qu'on appelle une grosse surveillance, c'est-à-dire que il est bon. 3 fois par jour. 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Il doit aller à la gendarmerie pour pointer. À la gendarmerie pour pointer. D'accord. Le reste du temps, il est libre. J'ai appelé la préfecture pour en savoir un petit peu plus. Le préfet m'a expliqué qu'effectivement, il était logé, donc aux frais du contribuable français. Ça coûte 90 €, petit déjeuner compris, m'a précisé le préfet, par jour. Ça fait un mois de 30 jours, à peu près 2700 € Il est logé à Lure, dans un hôtel de Lure. Voilà, dans un hôtel de Lure. Il n'est pas nourri. Et d'ailleurs, c'est l'excuse que m'a donné le préfet, qui me dit s'il se rend souvent dans ce supermarché, c'est que vu qu'il n'est pas nourri, il doit lui-même comparer les prix pour acheter au plus juste. La réponse m'a paru un peu légère. J'ai pu ainsi alerter la population. Les personnes qui étaient venues me voir en avaient aussi parlé à un journaliste de la presse locale qui a fait son travail, qui a fait une petite enquête et qui a de l'Est républicain, je crois, c'est ça, de Lure, voilà, qui a publié un reportage, un article des dimanches. Et moi, j'ai pu questionner le ministre de l'Intérieur mardi lors des QAG à l'Assemblée, où j'ai rappelé le curriculum vitae de cet individu, parce que oui, vous avez cité qu'il était le frère du terroriste, d'un des terroristes du Bataclan. Mais il avait lui-même fait un séjour en Syrie. Avant, il a été condamné à 9 ans de prison en 2016, libéré en 2022. Alors ce qui fait 6 ans, mais en fait j'ai appris depuis qu'avec la préventive qu'il avait fait avant, il a effectué 8 ans sur ces 9 ans. Mais d'ailleurs, ça soulève un autre sujet, c'est-à-dire qu'il était aux mains de la justice 1 an avant le Bataclan, donc peut-être qu'il y a eu un petit défaut de renseignement. C'était le frère, et c'était le frère. Voilà. Sa mère, qui est marocaine, a elle-même été expulsée, car quand ses 2 enfants étaient en Syrie, elle leur avait envoyé de l'argent, 13 000 €, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins en Syrie, j'imagine. Voilà. Donc sa mère est expulsée, elle est au Maroc actuellement, et aujourd'hui il est dans une situation le ministre de l'Intérieur dit inextricable, mais sa mère est au Maroc. Lui a été déchu de sa nationalité parce qu'il l'avait obtenue à l'âge de 13 ans. Il a été déchu en novembre 2023. À la sortie de sa 2e peine de prison, parce que quand il est sorti en 2022, il avait déjà des contraintes de surveillance d'aller pointer à la gendarmerie et qu'il n'a pas respecté, donc il est retourné 6 mois en prison. Et à la sortie de sa 2e peine de prison, il a été déchu de sa nationalité par décret de Madame Borne. À ce moment-là, justement, c'est intéressant. Alors, à ce moment-là, quand on est déchu de la nationalité, est-ce que ça signifie automatiquement l'expulsion ou pas? Alors, ça signifie que la France, le gouvernement français a la main sur cette personne parce qu'il sort de prison et essaye de l'expulser. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il a été placé en CRA, en centre de rétention administrative, en novembre 2023. Et comme vous le savez, parce qu'on en a beaucoup parlé récemment au moment des discussions sur les différentes lois immigration, la période de maintien en CRA est limitée dans le droit français, 210 jours, et au bout de 210 jours, il est sorti du CRA, et là, il a été, vu qu'il a été comme jugé, considéré, pas jugé, considéré comme dangereux, risqué, il a été assigné à résidence. Il s'est tombé sur la Haute-Saône, je ne sais pas pourquoi, c'est tombé sur Lure, je ne sais pas pourquoi, mais donc maintenant, il est à Lure. Le gouvernement dit qu'il aimerait bien l'expulser, lui-même, parce que là aussi, dans les histoires qui ne vont pas dans cette... Que vous a dit Retailleau quand vous l'avez interrogé en question? Il a répondu à côté de la plaque parce qu'il a parlé des mesures qu'il souhaiterait mettre pour maintenir en détention ces personnes-là, que sanctionnerait le Conseil constitutionnel. Mais nous, ce que nous demandons, c'est pas qu'ils soient maintenus en prison ou maintenus en rétention administrative, c'est qu'ils soient expulsés, vraiment. Et aujourd'hui, le souci de cette expulsion, c'est que lui-même
visiblement a exprimé le souhait de partir au Maroc, mais le Maroc n'en veut pas. Et donc c'est à l'État français de faire, comme nous le réclamons depuis longtemps, comme l'a fait Donald Trump sur d'autres sujets, mais des mesures de rétorsion contre les pays. Il a fait Colombie, Venezuela et compagnie, voilà, et Mexique. Nous devrions faire pareil sur les sujets migratoires avec l'Algérie et le Maroc. Là, Oui, mais vous avez vu ce qui s'est passé avec le lanceur d'alerte qu'on a envoyé, que Bruno Retailleau a expulsé et qui est revenu illico. Justement, la parole est ferme dans la bouche de Monsieur Retailleau, mais la main est plus molle quand il s'agit d'agir. Et nous, ce que nous demandons, c'est des actions fortes du gouvernement pour pouvoir effectivement faire une pression sur le Maroc ou l'Algérie, parce que la mère est marocaine, le père est algérien. Donc on va pouvoir trouver une solution. Alors, on a de meilleures relations, je crois, avec le Maroc qu'à l'Algérie en ce moment, mais et justement, il y a peut-être des moyens diplomatiques de faire pression sur les pays. Mais en fait, c'est la population, une partie de la population qui est venue vous voir à votre permanence, de député, qui s'en est ému, qui a appris cela, qui s'en est ému. Et d'ailleurs, le préfet, et je crois même le maire, disent maintenant, on est étonné que cette tenue 6 mois avant que ça sorte un peu dans les médias, parce qu'ils pensaient que ça allait sortir avant. Moi, en toute honnêteté, ce que je pense, c'est qu'il risque d'être déplacé. On va le prendre, on va le mettre dans une autre, et on le dira pas à la population dans le nouveau lieu où il sera. Et dans 3, 4, 5, 6 mois, les habitants du nouveau lieu, du nouveau département vont s'en rendre compte. Mais vous pensez que c'est comme ça, que ça va se passer? Oui, parce que le préfet, alors je voudrais pas faire de nom, mais je crois que c'est monsieur Daoudi, le préfet de Haute-Saône me parlait d'un cas, monsieur Daoudi, qui est assigné à résidence depuis 21 ans. Depuis 2004 dans le sud-ouest, et il est promené, baladé, mais aux frais du contribuable français parce qu'il est dans des hôtels, et il est depuis 21 ans parce que personne ne veut l'expulser. Lui, le cas de monsieur Daoudi, je crois que c'est parce qu'il risquerait la torture s'il était expulsé. Oui, il y a ça donc, aussi. C'est la Cour européenne des droits de l'homme qui refuse qu'on l'expulse. Donc c'est un cas un peu différent, mais voilà. Et donc il y a des gens comme ça en France qui sont aux frais du contribuable français. On a l'impression, chaque cas est différent, on ne va pas évidemment comparer les cas, mais on a l'impression dans certains cas qu'il y a certains qui sont inexpulsables, si on peut dire. Enfin, on ne sait pas. C'est là où je pense qu'il faut de la fermeté de la part de nos gouvernants. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça ne se fera jamais avec les gouvernements actuels. Et il faut changer. C'est pour ça que moi, je fais de la politique et que je milite pour le Rassemblement national. Et tant que Marine Le Pen à l'Élysée ou Jordan Bardella à Matignon n'auront pas pris les choses en main, je pense que ça... Vous avez besoin de prêcher pour votre paroisse. Mais c'est mon intime conviction. Mais la réaction de monsieur Retailleau me laisse penser que j'ai raison dans dans ce que je souhaite pour la gouvernance de notre pays. Mais en fait aujourd'hui, si pour revenir au statut, etc., aujourd'hui, en l'état actuel, non seulement vous ne pouvez rien faire, ou les habitants de Lure ne peuvent rien faire, parce que, on dit, il est surveillé, il faut savoir, il est vraiment étroitement surveillé, c'est clair, mais vous ne pouvez pas dire, attendez, on aimerait qu'il soit plus à Lure, qu'il soit ailleurs, quelle est votre marge d'action, quel est votre périmètre d'action? C'est qu'il y a quand même encore des points un peu flous dans cette histoire, et sur lequel moi je vais pas lâcher, et je questionnerai régulièrement le ministre par question écrite, par via les médias. C'est quoi les points flous? Par exemple, pourquoi en septembre 2024 France Télévisions est venu faire un reportage sur ce monsieur à Lure? C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur a-t-il donné les coordonnées de ce monsieur au service public? Ça me paraît un point à soulever, parce que ça me paraît surprenant. Comment vit ce monsieur? Parce qu'on me dit qu'il est logé et qu'il n'est pas nourri, mais avec quel argent vit-il? Avec quel argent fait-il ses courses? Bénéficie de l'aide sociale française? Bénéficie-t-il du RSA, d'une aide quelconque? Est-ce qu'il a l'aide médicale d'État ou autre, etc. Voilà, donc il y a plein de points quand même, et qui, je pense, nous permettront de maintenir une certaine pression sur le gouvernement et sur monsieur Retailleau à ce sujet, qui feront que nous ne lâcherons pas l'affaire. Bien évidemment, même s'il quitte Lure, on continuera à poser ces questions pour savoir ce que devient ce monsieur, car ce monsieur, il n'est plus français, il n'a rien à faire en France. Il a été condamné à 9 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. C'est ce qu'a dit monsieur Retailleau. Mais quand il était en Syrie pendant quelques mois, il était membre de l'État islamique. Qu'a-t-il fait comme crime horrible là-bas? On n'en sait rien. Donc la dangerosité de ce monsieur n'est démentie par personne. Voilà. Et donc moi je comprends la légitime inquiétude des habitants de Lure en Haute-Saône. Je sais j'ai encore un rendez-vous, je sais, demain, avec des habitants qui veulent me revoir pour en parler. On va aussi mettre une petite pression
amicale, mais quand même forte sur le maire de Lure pour qu'il s'explique. Pourquoi n'a-t-il rien dit? Est-ce qu'il avait peur de la conséquence électorale? Parce que s'il avait déclaré en juin 2024, en pleine campagne, la présence de ce monsieur, je pense qu'il aurait probablement perdu encore des électeurs, mais on ne va pas jouer avec la sécurité des habitants pour essayer de gagner quelques voix. Ça ne se, Tout à fait. Mais alors, si le maire de Lure veut s'exprimer, évidemment, il est bienvenu dans cette émission. Mais en attendant, Aymeric Salmon, vous dites, cette situation n'est pas normale. Cette situation n'est pas normale et nous ne lâcherons pas les baskets de monsieur Retailleau pour qu'il donne des explications et qu'il passe aux actes. Moi, je serais ravi que monsieur Retailleau sorte un peu les muscles et ne fasse plus que parler. Moi, comme je l'ai dit et comme on le dit souvent, les paroles qu'il dit, oui, elles sont fermes, mais maintenant, il faut des actes fermes aussi. Oui, vous dites les yaka faucons, on l'entend, voilà, mais maintenant, il faut le faire. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoutez, comment ne pas être dans tous ces états au moment où on apprend ceci? Petite déclaration de Donald Trump hier après-midi, communiqué du président des États-Unis. Je viens d'avoir une conversation téléphonique longue et très productive avec le président Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui se passe? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et voilà, les Russes, Kakaline, Maya, et puis évidemment le boss, Bruce Springsteen, Born in the USA. Pourquoi? Mais parce que, comme je vous ai dit, il y a que le Born in the USA à parler avec le danseur de Kalinka. Je viens d'avoir, dit Vladimir Poutine, une conversation téléphonique longue et très productive avec le président russe. Nous avons discuté de l'Ukraine, du Moyen-Orient, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, de la puissance du dollar et du divers autres sujets. Oui, ils ont pris 1h30, je comprends. Nous avons tous deux réfléchi à la grande histoire de nos nations et au fait que nous avons combattu ensemble avec tant de succès pendant la Seconde Guerre mondiale, en nous rappelant que la Russie a perdu des dizaines de millions de personnes et que nous avons perdu autant. Nous avons chacun parlé des points forts, etc. Nous avons convenu que nos équipes respectives entameraient immédiatement des négociations et nous commencerons par appeler le président Zelensky. Je vais l'appeler immédiatement, dit Trump. Et voilà, j'ai demandé à Marco Rubio, secrétaire d'État, directeur de la CIA Ratcliffe, conseiller de la sécurité, etc. Voilà, des millions de personnes sont mortes dans une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'avais été président. Évidemment, il ne s'oublie pas Donald Trump, mais elle a eu lieu, donc elle doit prendre fin, etc. Alors, grand bouleversement dans les chancelleries, ça accélère quelque chose, c'est clair, ça fait bouger vraiment, encore une fois, les lignes de force, et de façon tout à fait spectaculaire, il faut le bien dire, ce qu'on appelle les plaques tectoniques, en langage évidemment courant, et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est qu'évidemment, ça se passe entre qui? Évidemment, la Russie et l'Amérique. Et le Conseil de l'Europe a protesté en disant, oui, il y a une déclaration tout à fait magnifique, en disant, écoutez, on exige d'être présent à la table des négociations. Ce matin, d'ailleurs, on doit être là, mais sera-t-on là? C'est la question que l'on peut poser notamment à Caroline Galacteros, elle est géopolitologue, on l'a reçue toujours avec plaisir, ici à cette émission à Sud Radio, elle est présidente du think tank Géopragma. Bonjour Caroline Galacteros. Mais bonjour André, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je vais comme quelqu'un qui assiste depuis 3 semaines à ce tsunami incroyable de révélations, de faits, de corruption, de transferts de dizaines de milliards de dollars à je ne sais qui, je ne sais quoi, enfin voilà. Je pense que vous êtes aussi comme moi, on assiste quand même à quelque chose d'assez inédit, c'est le moins que l'on puisse dire, Caroline. Bah écoutez, oui, mais moi, je ne dirais pas que ça me surprend. Puisque je vais avoir le triomphe modeste, mais enfin, on est enfin
en train d'arriver au stade où on va prendre en compte la réalité de ce conflit, en amont et peut-être derrière le rideau sans le dire. Ouais. C'est quand même planté dans l'offensive de l'OTAN menée contre la Russie depuis des années. Et donc, il va falloir en tirer les conséquences parce qu'effectivement, il n'est pas de l'intérêt des États-Unis et pas non plus d'ailleurs de celui des Russes de faire durer ce massacre, même si évidemment, quand on parle des chiffres, là, Donald Trump est complètement dans le bleu, soit il est désinformé, soit il fait semblant de l'être. Non mais c'est sûr, mais Caroline Galacteros, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 3 semaines qu'il est là, Donald Trump. Il avait dit évidemment ça déménage quand même fort. Hein. Au bout de 3 semaines, après avoir fait tout ce qu'il a fait, je ne dis pas qu'il a fait que des choses bien, je dis simplement que ça y est. Et d'ailleurs, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne doit pas être la première conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Ça, je n'en sais rien. Je pense effectivement, en toute logique, qu'il y a dû déjà y avoir peut-être, en tout cas des grosses préparations, bien sûr, de chaque côté. Maintenant, celle-là, ils la rendent publique. Ça veut dire qu'en gros, ils donnent le coup d'envoi d'un processus. Bien sûr. Et d'une remise en place au pli et au prix de Volodymyr Zelensky. Voilà. Il va avoir le choix entre une capitulation en race campagne, plus ou moins maquillée, ou bien une marginalisation express. Alors justement, voilà. Caroline, faisons un peu l'inventaire, parce que c'est très intéressant, comme vous dites, c'est le début du processus. Apparemment, les deux parties ont envie d'aller, je ne dis pas vite, mais enfin quand même relativement vite. Qu'est-ce que ça signifie, sans faire des prédictions, des prophéties? Est-ce que l'Ukraine va retrouver, par exemple, ses frontières d'avant 2022? Qu'est-ce qui va changer, en tout cas, à votre avis? Non. Ça, de toute façon, c'était tout l'enjeu d'un président Trump qui soit suffisamment bien informé en amont. Or, en amont, c'est qu'il a encore à faire un certain nombre de réseaux qui n'ont pas envie de mourir, et même s'il est en train de sérieusement leur porter des coups. Et donc, on lui a raconté quand même un certain nombre de bobards. Voilà. Après, il y a aussi dans ses déclarations la volonté de ne pas non plus trop dire la réalité, parce que la réalité est terrifiante, si vous voulez, pour le camp occidental et même pour les Américains. En quoi elle est terrifiante, Caroline Galacteros? En quoi elle est terrifiante, la réalité? Parce que quand on voit les centaines de milliards de dollars qu'on a donnés aux Ukrainiens depuis 3 ans et les résultats militaires sur le terrain, et les résultats économiques, et la bascule des BRICS qui s'est accélérée, et le boomerang de l'économie russe qui va beaucoup mieux que la plupart des nôtres, et quand on voit tout ça, on se dit, n'aurions-nous pas fait un mauvais calcul? Donc les États-Unis maintenant veulent se sortir de cet abcès, veulent éventuellement confier la reconstruction de l'Ukraine aux Européens, hein, ça on va payer d'une manière ou d'une autre, ça me semble assez clair. Ils ont dit, alors je pense que c'est J.D. Vance, hein, c'est le vice-président qui a dit avant-hier, je crois, qu'il n'y aurait de toute façon, s'agissant des garanties de sécurité données à l'Ukraine, il n'y aurait de toute façon pas un soldat américain à l'appui d'éventuelles troupes européennes, parce que ça va être un des grands sujets à négocier, ça. Qui va finalement assurer la ligne qui va être dessinée. Voilà. Alors, Caroline Galacteros, justement, c'est surtout le secrétaire d'État à la Défense, Peter Hegseth, qui a dit il n'est pas question que... Pardon? Oui, Vance aussi, mais Hegseth a été très précis. Il n'y aurait pas de soldats américains, en tout cas en Ukraine, et il a dit aussi qu'il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Bah oui, bien sûr. Non, et ça, c'est la base. Il n'y a vraiment que nous, sur les plateaux de LCI, avec tous nos pseudo-experts et commentateurs. Comme vous y allez, Caroline. Oui, mais c'est fatigant, si vous voulez. Ça fait trop longtemps. Moi, je suis fatiguée d'écouter tant d'âneries. Donc il y a vraiment que nous pour croire à des fadaises pareilles. Voilà. Donc, l'Ukraine va retrouver la sécurité qu'elle peut encore espérer retrouver si elle retrouve sa neutralité. Si elle n'a pas de neutralité, elle ne sera évidemment... C'est la fin de sa neutralité, c'est la recherche par l'OTAN de son entrée, si vous voulez, dans l'Alliance qui a provoqué tout ça.
Ouais. Donc il faut revenir au statu quo ante du point de vue de sa neutralité stratégique. Oui. Après les frontières, c'est évident que les 4 blasts qui sont dans la Fédération de Russie vont pas en sortir. Donc ni le Donbass ni la Crimée, bien sûr. Ah non. Non, mais il faut arrêter de rêver, en fait. Voilà. Il faut juste qu'on arrête de rêver. Oui, nous, comme vous le savez, nous rêvons pas, nous essayons de suivre les faits. Non, mais vous êtes l'un des rares qui avait un peu de compréhension globale des choses. Mais c'est vrai que c'est. Et alors justement, je vous parlais de l'Europe et vous disiez que Vance, effectivement, l'Europe doit payer. Mais dites-moi, ce qui est tout à fait assourdissant, c'est l'absence, en tout cas, c'est la perspective de l'absence de totale de l'Europe dans la négociation. Et vous avez vu que ce matin, les Européens ont protesté en disant nous voulons être à la table des négociations. Mais bien sûr, mais la servilité ne rapporte rien, jamais. Voilà. Ouais. La servilité, le jour où la roue tourne, vous êtes les anciens petits valets dont plus personne ne veut. Ouais. Donc l'Europe, elle va être bonne pour payer la reconstruction. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est ça, les dindons de la farce, quoi. Effectivement, on va dire aux pays européens, si vous voulez envoyer des forces, à mon avis, Poutine aura beaucoup de mal à accepter, envoyez-les, mais sachez que du point de vue russe, elles sont menacées, et du point de vue américain, on ne viendra pas à votre secours et il n'y aura pas d'article 5 de l'OTAN qui sera activé. Ça, Exxon a dit aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, Caroline Galacteros, que pendant ce temps-là, sur certaines chaînes, on dit mais non, mais l'Ukraine peut encore gagner, vous savez, c'est pas fini, et bombarder la Russie, quoi. Enfin, bon. Oui, mais c'est criminel, c'est grave, c'est irresponsable, moralement, humainement. Ouais. De continuer à diffuser cette propagande, c'est absolument scandaleux, parce que pendant qu'on parle, il y a plus de 1000 soldats, entre 1000 et 1800 soldats jour ukrainiens qui meurent. Ouais. Donc il faudrait quand même savoir ce qu'on veut. Ouais, c'est assez terrifiant, effectivement. On prête la main à un massacre pour juste notre fama personnelle ou ne pas perdre la face, mais on l'a perdu la face de toute façon, et maintenant Trump nous donne en fait une leçon, il nous remet à notre place. Oui, et effectivement, il fait ce qu'il avait dit. Il a dit on va discuter avec Poutine. Il faut discuter. D'ailleurs, lui, il a fait toute sa carrière sur les négociations, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il ne s'agit pas de faire jugement moral là, mais d'essayer de voir ce qui se passait. À votre avis, ça peut aller assez vite, Caroline Galacteros, ce processus? Alors, il y a plusieurs échéances. D'abord, il y a demain. Entre demain et dimanche, il y a la conférence sur la sécurité de Munich, qui est le grand raout annuel où normalement tout le monde peut se retrouver et discuter de beaucoup. Les Russes en ont fait partie longtemps. Je ne sais pas s'il est prévu à ce stade qu'il y ait des Russes. Avant-hier, en tout cas, ce n'était pas le cas. Donc, il va y avoir là de grands conciliabules, notamment entre Européens, pour savoir comment ils peuvent essayer de sauver une vague. Enfin, on va leur laisser une espèce de pseudo de simili-influence cosmétique. Enfin, de toute façon, voilà, nous, on c'est plaisant. À payer, comme d'habitude. Voilà. Donc, et puis ensuite, donc il va y avoir, on est déjà presque fin février, mars, avril, et le 9 mai, à Moscou, c'est l'anniversaire, qui est le grand moment politique et historique russe annuel, l'anniversaire de la Grande Guerre, de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Et là, Poutine a invité Trump. Voilà. D'accord. Poutine a invité Trump. Ah, Poutine, oui, pour le 9 mai prochain, c'est ça. Oui. Oui, c'est les 80 ans, c'est le grand anniversaire, le 80e anniversaire, c'est ça, oui. Voilà. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la guerre continue. Hein. Oui, bien sûr. Avec son cortège de morts et de destruction et d'avancées russes. Et en même temps, vous avez vu, oui, absolument, ukrainien et russe, tout à fait. Et puis, mais vous avez vu aussi, Caroline Galacteros, c'est ma dernière question, ce qui est intéressant en même temps, c'est que les Américains font un audit non seulement de ce qui se passe chez eux avec USA et des compagnies, mais avec ce que les Américains ont versé à Zelensky et à l'Ukraine. Il y a un audit très sérieux qui se fait là en ce moment. Très sérieux et bien sûr, les jalons pour un grand marchandage et un grand chantage qui sera imposé aux Ukrainiens et à Zelensky et sa clique sur le thème « Qu'est-ce que vous avez encore qui vaut quelque chose ?»
Ouais. On va vous prendre ce que BlackRock et compagnie n'ont pas encore pris. Ouais. Mais ça, c'est classique. Après, il faut savoir que les terres rares du Donbass, elles sont sous contrôle russe. Donc, oui, les terres rares, et oui, qu'on voit tout le monde, parce que Trump a dit carrément, on a payé des milliards, des dizaines, des centaines de milliards, rendez-nous les terres rares, sauf qu'elles sont sous le contrôle russe. Oui, mais donc ça, c'est une manière de dire à Zelensky que dans la négociation sur le plan territorial, il n'a pas la main, quoi. Voilà. Donc il va en fait donner des terres que de toute façon il ne contrôle plus contre un certain nombre de choses et probablement des promesses. Qu'il contrôle encore moins. Survie, tout ça va être intéressant. Il ne contrôle rien du tout. Il contrôle rien du tout. Non, il est contrôlé. Britannique, ça c'est sûr, mais je pense qu'il contrôle grand-chose. Il cherche à sauver sa peau à ce stade. Oui, écoutez, qui vivra verra. En tout cas, merci Caroline Galacteros. En tout cas, c'est un feuilleton, hélas sanglant, mais qui n'est pas prêt de s'éteindre. Merci. Tout à fait. À bientôt. André. Au revoir. Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Que pensez-vous des pigeons? Sommes-nous des pigeons? Sommes-nous traités en pigeons? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Un pigeon regrettait son frère. Moi je regrette mon bel amour. Eh oui, Charles Aznavour, un pigeon et deux pigeons qui s'aimaient d'amour tendre. Et eh bien écoutez, comme d'habitude, vous savez que je suis rempli de joie quand je peux citer la députée Ercilia Soudé. Parce que chaque fois que Ercilia Soudé s'exprime par écrit ou par oral, qu'elle parle de charognard ou autre chose, ça fait toujours notre délectation et je sais que vous partagez cet amour, en tout cas cette admiration. Alors, le dernier tweet, en tout cas l'un des derniers tweets des plus récents d'Ercilia Soudé, émue de recevoir aujourd'hui, dit-elle, la version imprimée de ma proposition de loi visant à interdire les méthodes cruelles sur les pigeons. Voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui se trouvent très bien, ils essaient de massacrer les pigeons, tout ça, c'est pas bien. Et ajoute Ercilia Soudé, privilégions celles qui sont éthiques et efficaces, telles que le pigeonnier contraceptif. Alors là, les bras m'en tombent. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le pigeonnier contraceptif? Est-ce une nouvelle méthode je ne sais pas, moi, je ne sais pas, c'est peut-être un condom qui s'appellerait le pigeonnier contraceptif, je ne sais pas. Ou une pilule, pourquoi pas. Non. Alors on a enquêté, eh bien écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un pigeonnier contraceptif? Et je vais vous le dire, parce que sans ça, vous n'allez pas pouvoir dormir, tranquille. C'est un pigeonnier conçu pour réguler les populations de pigeons de ville en ville en effectuant une stérilisation des œufs. Voilà, donc ça se passe soft, ça se passe tranquillement, ça se passe, voilà, réguler les populations. Il permet de regrouper en un lieu unique plusieurs niches écologiques, puis de réguler la population à long terme. Ah, mais dis donc, c'est intéressant ça. Est-ce que ce n'est pas... Ah, je vais être... Non, je peux pas dire ça. Si. Est-ce que ce n'est pas la manière dont on voulait réguler les EHPAD, en tant que dans certains voulaient réguler les EHPAD en effectuant, non pas une stérilisation, mais une rivotrilisation peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas ce que certains pensent pour saupoudrer les migrants dans certaines villes, en faisant des régulations, voilà. En tout cas, voilà, c'est le pigeonnier contraceptif, ça va faire fortune, je sens. Il faut breveter ça, Ercilia Soudé. On est parti pour cela. Vive le pigeonnier contraceptif. Au pays de Chou Paris, avec Chou à Hidalgo, on rigole bien. Et oui, pourquoi? La tour Eiffel est toujours là. Bonjour la tour, bonjour Paris. Il y a des Eh oui, Miss Taguette, bonjour Paris, la tour Eiffel est toujours là. Tout va très très bien. Sauf au Conseil de Paris. Alors je vais vous dire, en ce moment, ça va pas du tout parce que il y a des contestations. Notamment, et on va en parler la semaine prochaine, notamment le meurtre terrible du petit Elias, vous savez, qui avait parce qu'on voulait lui voler son portable et on l'a descendu non seulement au couteau mais à la machette.
Alors, il s'est passé ceci, écoutez, dans une séance du Conseil de Paris, et celle que vous allez entendre, c'est la conseillère Nelly Garnier, qui attaque frontalement la maire Anne Hidalgo. Écoutez. Or, j'assume de le dire, la gauche parisienne est dans le déni. Et le bras qui a porté un coup fatal au jeune Elias a aussi été armé par votre déni. Il a été armé par votre idéologie de l'excuse et votre aveuglement. Je suspends la séance pour 5 minutes et vous aurez à vous excuser. Eh bien voilà, la séance a été suspendue et 5 minutes plus tard, justement, rebelote, écoutez, Nelly Garnier et Anne Hidalgo ensuite. Maire du 14e arrondissement, qui dans une interview télévisée a répondu à côté du sujet, digressant sur les très beaux équipements sportifs qui bordent le périphérique, avant de conclure que tous les moyens sont mis en place pour lutter contre l'insécurité, mais que cela n'avait pas suffi. Nous arrêtons les questions d'actualité. Il est absolument inadmissible, inacceptable de se faire insulter, comme vous venez de le dire, de nous faire traiter d'assassins, d'avoir armé le bras d'un assassin et de refuser de vous excuser. Eh bien, chère Madame Garnier, les propos que vous avez tenus, parce que ceux-là sont consignés, seront devant les tribunaux. Et vous aurez à en répondre. Et on en a terminé des questions d'actualité. Eh ben voilà, dites donc, le Conseil de Paris, franchement, c'est d'un calme et d'une volupté tout à fait remarquable. Hein. Franchement, je dois dire que la tension, j'espère que ce n'est pas tous les jours comme ça, entre Anne Hidalgo et ses conseillers d'opposition. Écoutez, pour une histoire terrible, en tout cas, en attendant, moi j'ai une histoire beaucoup plus calme. Je voudrais savoir où sont passés les 10 milliards de dettes, les 10 milliards d'euros de dette de la ville de Paris. On le saura peut-être un jour, ou plus tard, si affinité à Pâques ou à la Trinité. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, il était temps d'avoir un peu de clarté, un peu de lumière dans ce monde brut. Eh bien, Disney, magnifique, hein, Disney. Eh bien, je vais vous dire, Disney se convertit. Il a converti, oui. Après Meta, je parle évidemment de Facebook et d'Instagram, après Amazon, après Google, après McDonald's, Disney vient s'ajouter à cette liste d'entreprises qui ont mis en sourdine leur politique en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, pour davantage se concentrer sur les résultats commerciaux. Et oui, parce que ça perdait un peu d'argent avec le woke, hélas. Alors ils s'adaptent à la nouvelle ère Trump, je suppose, je ne sais pas, parce que le 40e président des États-Unis a brutalement signé un décret déclarant illégaux les programmes et politiques de DEI, Diversity, Equity et Inclusion, diversité, équité et inclusion associée à la culture du genre et du wokisme. Voilà. Donc Disney va alléger tout cela. Il va alléger les avertissements diffusés sur la plateforme Disney+. Avant, vous savez, avant Peter Pan, les Aristos, Chao Dumbo, il y avait effectivement quelques publicités très très woke, etc. Voilà, il fallait combattre le racisme, la discrimination, etc. Eh bien, selon Axios cité par le Figaro, la mention abrégée indiquera qu'un programme est présenté tel qu'il a été créé à l'origine et peut contenir des stéréotypes ou des représentations négatives. Voilà. Mais ce ne sera pas diffusé automatiquement. Voilà. D'autres dispositions, espace en ligne, tout ça seront supprimés. Les voix sont présentées. Ce n'est plus, effectivement, il faut parler que des minorités racisées, discriminées, les cisgenres, les transgenres, les ceci, les cela. On va en parler, mais voilà, on va en parler in petto, en sourdine. C'est pas beau, ça, c'est pas beau. Écoutez, voilà, en principe que, voilà, Disney, écoutez, si on ne peut plus compter, franchement, sur qui pourra compter pour défendre la culture du genre et du transgenre, c'est grave. Déjà la Budweiser, la marque de bière, qui était représentée par une drag queen, a dû changer sa publicité parce qu'ils ont perdu $1 milliard en un mois. Où va-t-on si on ne peut plus parler du politiquement correct et de la culture de la doxa? C'est grave.